Minuit, nous sommes en plein centre-ville de Bordeaux. Les derniers badauds rentrent chez eux et malgré les apparences, le tribunal de la ville ne dort pas encore. Devant l'une des salles d'audience, c'est l'effervescence des grands soirs. Une trentaine de personnes se sont donné rendez-vous pour une opération de grande envergure. Policiers, magistrats ou inspecteurs du travail, tous les services de l'État sont mobilisés pour une descente coup de poing. Mais rien à voir avec le grand banditisme. À la tête du groupe, Denis Chaussery-Lapré, vice-procureur, le numéro 2 du tribunal de la ville. L'opération va se dérouler en 2 temps. Premier temps, au cours duquel nous allons contrôler des bars à proximité de la place de la Victoire. Ensuite de quoi, nous contrôlerons 2 établissements de nuit. Des bars de nuit, des discothèques, autant d'établissements suspectés d'abriter une fraude parmi les plus répandus en France, le travail au noir. C'est un établissement où, d'après ce que nous a indiqué le commissaire Richard, il y a eu des incidents récemment. Des établissements dirigés par des patrons fraudeurs que rien ne semble inquiéter. Jusqu'à présent, seuls 1 ou 2 contrôleurs débarquaient dans leur bar et à chaque descente, impossible d'arrêter qui que ce soit. Ouais, je vais voir ça avec... 10 secondes pour passer derrière le bar, sur la piste de danse. Donc s'ils sont avisés, on les a pas. Donc il faut rentrer en couple, commencer à voir un petit peu, à repérer qui travaille derrière. Et une fois quand on rentre, on aura déjà un peu fait un repérage, tenter qu'on arrive à les suivre après. Fini ces contrôles à l'ancienne, désormais c'est à 30 que les inspecteurs débarquent et ils ont tous les droits face aux fraudeurs. Dans le bus, ce soir-là, tout ce que la ville compte de magistrats, inspecteurs du travail, agents de l'État, un déploiement sans précédent car le travail au noir, ce sont des milliards d'euros de fraude et des millions de Français en situation précaire. Aujourd'hui, on l'ignore souvent, mais 10% des salariés sont des travailleurs fantômes non déclarés. Des employés prêts à tous les sacrifices pour toucher de quoi vivre à la fin du mois. Dans la région parisienne, Touré, 25 ans, a accepté de nous raconter son histoire. Il y a 4 ans, il est arrivé du Mali et depuis, ce travailleur sans papier a gravi les échelons. Aujourd'hui, le jeune homme est chef de chantier, dirige 10 ouvriers et gagne jusqu'à 2 400 € par mois, bien plus que le salaire moyen. Ses journées commencent à 6 h du matin. Le temps d'un petit déjeuner, Touré se prépare à son quotidien, loin de la vie de bureau. Il ne faut pas avoir peur du froid, ni de la fatigue. Le bâtiment, c'est pas comme les autres travails. Si tu fais plus de... Même 7 heures de temps, tu fais 7 heures de temps dans les bâtiments, donc c'est très fatigant, tout est manuel, tout est truc des poids lourds, ou des pioches qui taillent pour piocher toute la journée, c'est pas facile quand même. Et tu fais ça pendant 12 heures ou 15 heures de temps dans la journée. Chaque fois que je me réveille pour aller au taf, j'ai l'impression que mes pieds sont... Voilà. Des journées difficiles, mais Touré, qui a commencé comme simple manœuvre, s'est très vite rendu indispensable. Il y a 3 mois, son patron l'a promu chef sur les chantiers. Depuis, il délègue quasiment tout à cet ouvrier pourtant non déclaré. Avant, c'est lui qui était sur place. C'est lui que j'ai travaillé avec lui, c'est lui qui était chef sur place. Donc là, c'est toi qui as repris la place du patron. Voilà. Et là, c'est moi qui ai pris sa place. Aujourd'hui, peut-être il va passer sur le sentier, mais s'il vient, il vient en veste. Voilà, cravaté et tout ça. Donc, il donne des ordres machin. Et vous avez fait ça comment? Vous avez fait ça comment? Oui, il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ça. Un truc de 10 minutes, il se casse. Devenu chef de chantier, Touré a participé en 3 mois à la construction de plusieurs immeubles en région parisienne. Et il a beau être travailleur au noir, on lui confie désormais d'énormes responsabilités. Son dernier chantier se trouve ici, en région parisienne. C'est le programme d'un géant du BTP français. L'année prochaine, une trentaine d'appartements haut de gamme vont sortir de terre. Ce matin-là, Touré, que nous retrouvons en caméra cachée, a la pression.
toutes les entreprises qui participent aux travaux sont venues pour une réunion de chantier. Les conducteurs de travaux ils sont là et tout le monde marcelle. Donc... La réunion va commencer. Tout le monde est là, sauf le patron de Touré. Le jeune homme est seul pour diriger toute une équipe d'ouvriers. Pourtant, il n'est pas plus déclaré qu'eux. Ils sont en train de se changer dans la baraque. Et ils sont combien à peu près? On est 7. Et combien sont déclarés? Je ne sais pas, personne n'est déclaré, je crois. Sauf les gars qui travaillent à la peine là-bas. Bon, nous savons, on peut arrêter parce qu'il y a le point de D'accord. Soudain, le jeune homme stoppe notre conversation. Il a le sentiment d'être observé et ne veut prendre aucun risque. Les responsables de travaux des autres entreprises ne connaissent pas sa situation de travailleur illégal. Pour avoir accès libre sur le chantier, nous attendons la fin d'après-midi. À cette heure-ci, Touré est seul avec son équipe. Son rôle, surveiller et donner des ordres à tous les corps de métier. Il y a la maçonnerie, il y a les boisières, il y a les ferrailleurs, et il y a les prosters, ceux qui font les bétons. Et tout ça, je les dirige et je peux les faire. Et tout ça, c'est à partir de ces plans-là qu'il faut les faire. Mais en revanche, face à son patron, il n'a jamais son mot à dire. Sans contrat ni feuille de paye, Touré n'est protégé en rien. À commencer par les accidents du travail. L'an dernier, le jeune homme s'est blessé en manipulant du béton. Mais sans contrat, pas d'accident de travail et donc aucune indemnité. Ça a gonflé mon pied, quoi. Ça m'a frappé avec des poids. Je suis resté à la maison pendant 5 jours. Ouais. J'ai pas travaillé. Ils n'étaient pas payés. Oui, ils n'étaient pas payés. Et puis je travaille avec des poids. Tu lui en as parlé à ton patron? Tu lui as expliqué la situation? Il était là, il était sur place. Et il n'a rien fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Merci un peu pour toi. Et voilà. Des galères de travailleurs au noir, et pourtant Touré touche un bon salaire. Mais officiellement, son poste n'existe pas. Ces photocopies de chèques sont la seule trace de ses 3 dernières années de travail avec son employeur. En fait, il me paye comme ça tous les mois. Des mains, mais comme ça. Il ne met même pas les noms. Après, c'est moi-même qui mets mon nom. Voilà. À une somme de 1000 €. Et ça, c'est un chèque de 1700 €. Et ça, c'est une somme de 1600 €. Ça, c'est une somme de 2400 €. Des salaires aléatoires qui tombent quand le patron le décide. On est loin des règles du Code du travail. Je les garde parce que je les signais. Peut-être, je me suis dit, peut-être un jour, ça me donnerait comme preuve que je travaillerai sur un chantier avec un patron. Je les garde comme ça. Faute de contrat, ces papiers froissés sont la seule preuve de son engagement vis-à-vis de son emploi. Allô? Et surtout, de son employeur. Il est 21 h, appel du patron. Il s'inquiète des délais de fin de chantier. Si on fait comme ça, on ne va pas finir cette semaine. Demain, il faut commander les bétons à 8 h, comme d'hab. Ouais, c'est bon. Et on va faire 3 camions demain, hein, parce que là... Hein? J'ai dit, t'as prévu 3 camions? Ouais, c'est bon, c'est nickel. Touré est devenu son homme de confiance. Pourtant, le salaire qu'il lui verse ne correspond pas au travail qu'accomplit le jeune homme. 2 400 € par mois, c'est environ un tiers de moins que le salaire normal d'un chef de chantier. Mal payé et non déclaré, le jeune homme a fait gagner environ 50 000 € à son patron depuis qu'il l'a embauché. Touré, lui, ne cotise ni pour le chômage, ni pour sa retraite. Je travaille, je n'ai pas droit à la retraite. On ne peut pas travailler quand même jusqu'à la mort, à 90 ans, tu ne peux plus bouger. Tu as besoin de rester et se nourrir avec le travail que tu as fait à l'époque. Mais bien sûr, je pense à ça parce que j'ai vu, il y a mon grand-père qui est là aujourd'hui et il a la retraite. Il a à peu près 1700 chaque mois. Et si moi j'ai travaillé toujours en black, j'aurais la retraite très faible. Non, j'aurais même pas la retraite. Toujours en black, tu vas en retraite sans... Tu vas en retraite, tu n'auras aucune paye, aucune chose qui tombe, donc c'est la misère, quoi. Alors que les autres ont travaillé, ils ont leur retraite, donc ça ne se fait pas.
Seule solution pour bénéficier de ses droits, décrocher des papiers. Mais pour cela, il faudrait que le patron le déclare, ce qu'il a toujours refusé. Un cercle vicieux. Touré pense bien quitter ce patron frauduleux un jour, mais il faudra repartir de zéro, n'ayant aucun document pour prouver ses capacités de chef de chantier. Ces employés comme Touré sont des victimes, les seuls fautifs en ligne de mire, leur patron, et aujourd'hui, pour les faire tomber, l'État a décidé de frapper fort. Bordeaux, 1h du matin. C'est un marathon contre le travail au noir que va engager Denis, le magistrat bordelais, avec sa trentaine de collègues. En moins de 4 heures, ils vont contrôler une dizaine d'établissements. Un déploiement impressionnant dans les rues piétonnes du centre-ville. Et à peine débarqué, le groupe investit ce bar, l'un des plus fréquentés de Bordeaux. Nous tournons en caméra cachée. C'est Denis qui se présente et demande à parler aux responsables. Oui, c'est moi, je suis là. Je vais chercher mon... Monsieur Laprelle, vice-procureur. Il y a une opération de contrôle dans le cadre du CODA pour la recherche de différentes infractions éventuelles de travail dissimulé. Donc, on va contrôler les personnels que vous avez employés. Oui, il n'y a pas de souci. Et on va vous demander de nous produire le registre du personnel. Enfin, voilà. Le gérant semble vouloir coopérer. Premier document demandé par le contrôleur, le cabis, les papiers d'identité du bar. Excusez-moi. Alors voilà, ça c'est le cabis. Première surprise, l'homme n'est pas le gérant. Donc le gérant, c'est pas vous, c'est Non, c'est ma femme, c'est votre épouse. Elle est où votre femme? Elle est partie pour un mariage à Ça Paris. À Paris. Mais et comment comment elle gère son établissement depuis Paris? Non, elle n'est pas tout le temps à Paris. Elle est partie spécialement pour Paris. On travaille tous les deux. Tout le temps, on travaille tous les deux. Donc, vous êtes en situation de travail. Oui. Ils ne sont pas normaux. Soit vous êtes déclaré, sinon c'est du travail dissimulé. Non, parce que j'ai pas de rémunération. L'homme travaille, pourtant il n'est ni gérant ni salarié. C'est donc bien du travail au noir. C'est pas possible. Soit vous avez une situation qui est claire, soit vous êtes gérant, soit vous êtes salarié. Il n'y a pas de demi-mesure. Oui, c'est-à-dire... Vous m'écoutez, monsieur? Oui, voilà, c'est ça la règle. Vous ne pouvez pas être dans une situation de travail permanent sans avoir un statut, monsieur. Vous faites quoi de vos journées? Je suis associé, si vous voulez, au fonds de commerce avec elle. Non. Vous êtes, vous, en situation de travail dissimulé, et c'est votre épouse qui commet l'infraction. Votre épouse ne paie aucune cotisation concernant votre emploi. Si, on paye le récit. Vous ne payez pas, votre épouse en qualité de gérante, en qualité d'employeur, ne paye rien. Premier bar et déjà première infraction. Mais Denis et Sylvie, l'inspectrice du travail, ne sont pas au bout de leur surprise. Ils demandent à consulter le tableau des horaires du personnel. Et là, au lieu de leur présenter un document en bonne et due forme, voilà ce que leur tend le mari de la gérante. Des horaires du personnel écrits sur ce panneau de publicité pour de la bière. Voilà, c'est normalement le planning, ça doit être affiché. Mais là, on demandait des comptes et temps de travail des salariés. Donc ça veut dire qu'à la fin de la soirée, on efface tout. Donc il n'y a plus rien. Alors, vous me donnez ceux de la semaine dernière de monsieur. Je garde le... Ah oui, non, c'est ça. Ah voilà, c'est pas comme ça. Pourquoi il n'est pas normalement constitué, rédigé, votre tableau? Qu'est-ce qui me dit que là où quelqu'un va travailler 10 heures, vous n'allez pas le payer simplement 5 heures? Comment je peux le savoir? Une nouvelle infraction. Un document non conforme, peut-être pour dissimuler des heures payées au noir. Une situation qui commence à devenir compromettante pour cet homme déjà contrôlé 3 ans plus tôt. À l'époque, au lieu de les verser à l'État, il avait empoché 25 000 € de cotisation, une somme rondelette, 5% de son chiffre d'affaires annuel. 3 ans, Là, vous avez une récidive, hein? Oui, non, mais c'est pas ça. Je ne peux pas les emmener à... Je pense que la dernière fois, on avait été bien clair quand même. Oui, mais normalement, je ne travaille pas de cette façon.
Vous pouvez leur demander. Oui, mais Moi, je ne travaille la pas dernière de fois, cette c'était façon. la même chose. Non, la dernière fois, j'ai accepté Vous avez eu un les erreurs que verbal, j'ai vous faites. avez eu un chiffrage et Oui, mais aujourd'hui, c'est la même situation. j'ai tout accepté. Vous savez très bien que j'ai tout accepté. J'ai Oui, payé je ce sais que bien. j'avais à payer. Tout à fait. Et là, Oui, mais c'est pas parce que vous payez les choses Oui, non, qui mais sont c'est- réclamées. oui, non, mais qu'après, vous pouvez la encore dernière fois, j'ai continuer. accepté C'est les ça le erreurs que problème. j'ai faites. Oui, mais vous pouvez pas les refaire. C'est ça le problème. Monsieur, et les droits de ces salariés, vous en faites quoi? Eux, ils travaillent pour vous, et ils n'ont pas le droit de cotiser pour leur retraite, ils n'ont pas le droit de... Parce que quand vous les déclarez pas, c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour vous et pas pour eux. Ce soir-là, en fouillant dans les papiers du tenancier, Denis et les inspecteurs vont découvrir que l'homme est loin d'être un repenti. Cette fois encore, 3 de ses serveurs sont non déclarés. Sa femme, la gérante, risque gros, jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Des patrons fraudeurs, souvent difficiles à intercepter dans leur propre commerce. Alors, le meilleur moyen, c'est de passer par leurs employés pour remonter jusqu'au patron. Non, mais on peut avancer encore un peu. Une technique bien maîtrisée désormais par Sylvie, l'inspectrice du travail. Pour la suite de l'opération, c'est elle qui est à la manœuvre. Et pour auditionner ses employés sur le champ, à ses côtés, Denis le magistrat et même quelques policiers pour impressionner les récalcitrants. Allez, on y va. 5h30 du matin, les inspecteurs débarquent au marché de Brienne, le Rungis local. Un immense marché réservé aux commerçants où s'activent plus de 1800 travailleurs chaque nuit. On va avoir des manutentionnaires, on va avoir des salariés, des conducteurs, on va avoir tout type, des équipes de nettoyage, de gardiennage, travail au froid, au vent. Voilà, donc c'est des conditions difficiles. Hein. Problème, le marché est un dédale de hangars et quais de livraison. Sylvie, l'inspectrice du travail, est un peu perdue. C'est pas là. Non, non, ça c'est un transporteur, c'est à l'opposé. Au bout de quelques minutes, la trentaine de contrôleurs découvrent enfin ce marché peu habitué à voir débarquer les agents de l'État. Il faut faire vite, là. Allez, allez, on se dépêche. Allez, 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 allez-y. Empaqueter, charger, décharger, pousser les chariots de fruits et légumes. Sur les marchés, de nombreux petits boulots ingrats, un terrain fertile pour le travail au noir. Dans cette halle gigantesque, il faut donc avoir l'œil partout pour éviter que les travailleurs ne s'échappent. Denis et Sylvie vont investir un premier stand. Et dès leur arrivée sur la gauche de l'écran, un homme va s'éclipser discrètement. D'accord. Très bien. Attends. Mais Sylvie a l'œil. Monsieur, s'il vous plaît, vous revenez avec nous sur le stand là-bas. Comment? Vous revenez avec nous. Venez. Venez avec nous. Ah oui? Ah, on continue, on part là-bas. Vous allez me donner le nom de votre employeur. Je ne travaille pas. Vous travaillez pas? Ramasser des palettes, c'est tout. Ah d'accord. Voilà. Vous Pour me faire un petit complément parce que je suis handicapé. D'accord. Et alors vous ramassez les palettes et à qui vous les vendez? Qui c'est qui vous les achète? J'ai donné un mandataire, il me donne 10 €, voilà, c'est tout. Attendez, rappelez-moi, si je ne me trompe pas, il y a un fabricant de palettes là sur le côté, il y est toujours? Je sais pas, Vous savez pas? je sais pas. Je le connaissais avant, mais je crois qu'il n'y est plus maintenant. Je Ah sais bon, pas, parce que je ne d'accord. vois pas, moi. D'accord. Comment vous faites pour entrer au marché? Parce que c'est relativement surveillé le marché. Oui, mais il y en a beaucoup qui rentrent comme ça. Ah d'accord. Non, parce qu'on me connaît aussi, parce que j'y travaillais avant. Ah d'accord, vous travaillez. Voilà. D'accord. J'ai travaillé en 77 jusqu'en 2004. C'est pas très précis, monsieur, quand même. Mais si. Vous savez, mais c'est pas contre vous. Non. Vous inquiétez pas, vous risquez rien. Il faut faire attention parce que sur le marché, il y a des transpalettes partout. Il faut faire attention pour votre sécurité parce que vous n'avez rien à faire là. Hein. Je sais bien. Mais vous étiez, quand on est arrivé, vous étiez là? Vous Oui, il travailliez là? était, Non, j'étais il était là, il partait. C'est pour ça que... Vu l'absence totale de renseignements qu'il donne sur son employeur, sur celui pour le compte duquel il travaille, oui, c'est à l'évidence quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Il est là. Ici, payer les manutentionnaires de la main à la main serait une pratique courante. Pas de fiche de salaire et donc aucune cotisation sociale pour les caisses de l'État.
Cette nuit-là, en moins de 2 heures, les inspecteurs vont démasquer ainsi plus d'une dizaine de ces travailleurs de l'ombre. Et s'il y a quelques mois, les agents auraient laissé filer tout ce beau monde, désormais, plus de cadeaux. Même pour les petites combines apparemment anodines. Comme ici, à la sortie du marché, où les agents et les gendarmes arrêtent chaque véhicule. Monsieur, bonjour. Gendarmerie nationale, vous pouvez couper le moteur de votre véhicule, s'il vous plaît? Bonjour monsieur, inspection du travail. Inspection du travail. Le capitaine Moreau et Sylvie vont tomber sur un transporteur plutôt étonnant. Vous êtes salarié? Je suis salarié. D'accord. De quelle entreprise? L'homme travaille a priori pour un grand site de vente en ligne. Non, parce que là, je donne un coup de main à un collègue à moi, là, il avait besoin d'un coup. D'accord. Et qu'est-ce que vous transportez? De la clémentine. D'accord. Vous pouvez nous montrer, s'il vous plaît? Pourquoi achète des clémentines? Alors, il achète pas de clémentine. De l'électroménager, de l'appareil photo. Tout à fait. Ouais, Oui. voilà. Là, il y a un gros... Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Le véhicule, il appartient à qui? Non. D'accord. Lui, c'est le professionnel et vous lui donnez un coup de main. Là, ce matin, il avait besoin d'un collègue à lui. Il allait chercher une palette. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et je l'ai rejoint là pour qu'on aille boire un chocolat ensemble. D'accord. Il est toujours sur le marché, le monsieur, là? Oui, là, il n'est pas arrivé. Donc, d'accord. Ok. Vous pouvez... Bon, on va relever les identités. Vous allez venir avec tous les documents. On va aller au véhicule, là-bas, à l'abri. Alors là, il y a un souci, car ce monsieur travaille pour une société. Et en fait, est venu aider un ami bénévolement qui, lui, a une autre société. Donc, il n'est pas employé par lui. Et là, on est face à une situation de travail dissimulé par dissimulation de salariés. Ce jeune homme cumule probablement 2 emplois. Avant sa journée, chez le vendeur d'électroménager, il arrondirait ses fins de mois en transportant des palettes de fruits. Quelques dizaines d'euros en plus, mais à sa grande surprise, Sylvie ne va rien laisser passer. Vous ne pouvez effectuer une activité que si vous êtes salarié. madame, je n'ai pas, là, je ne suis pas en activité. J'ai rendu un coup de main à mon collègue. Je sais pas, madame. D'accord, non, mais tout à fait. Mais, nous, ce qu'on veut savoir, c'est, bon, par exemple, si vous avez un accident, Oui. bon, vous êtes couvert comment, monsieur? J'ai ma responsabilité civile, monsieur. Ah non, là, vous êtes... serai. Non, mais non, puisque c'est un véhicule de société qui appartient à quelqu'un d'autre. Et alors? Donc, mais votre responsabilité civile ne peut pas fonctionner. Votre collègue, il a une activité commerciale. Il a ce qu'il veut. Je sais pas, moi, ce qu'il a. Je ne suis pas dans ses affaires. Une tonne de clémentine, c'est pas pour c'est pas pour ses besoins personnels. Oui, il fait des marchés, donc certainement. Voilà, il fait des marchés, d'accord. Bon, eh bien écoutez, on vous remercie, mais vous passerez bien le message à votre ami. Hein. Il va recevoir un... Ouais, le procureur va lui écrire. Ah si, il écrit à tout le monde. Là, en ce moment, il dit... Et puis, je les ai vus sur le... surtout aux gens qui transportent des clémentines sans être déclarés. Voilà. Sans être déclaré. Allez. Sylvie a beau plaisanter, quelques jours plus tard, c'est chez les gendarmes que le patron présumé du jeune homme va être convoqué. Voilà. Et ce qui est présenté comme un coup de main risque de lui coûter cher. C'est bon, là. Ok. Ça a été dur, hein? Oui. C'est souvent comme ça. C'est avec des opérations d'envergure comme celle-ci que Sylvie, l'inspectrice, et sa trentaine de collègues ont dressé 2 fois plus de PV sur toute la région en moins d'1 an. Ces démonstrations de force ciblées ont payé, et pourtant, la fraude est loin de reculer. Mais ça, c'est pas encore demain. Ça, je pense qu'on peut... On n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. À la tête des inspecteurs, Didier Delauze, 15 ans passés dans les coulisses du travail au noir. Ces derniers temps, il recrute à tour de bras. Voilà. Alors actuellement, on a 6 inspecteurs qui sont affectés au service. Et on va avoir très prochainement 16 nouveaux inspecteurs. Ils sont actuellement en cours de formation et ils arriveront au cours de l'été 2012. Et dans les prochains mois, il devrait être une 50aine dans ces bureaux. Un recrutement pour recouvrer coûte que coûte les cotisations non versées par de plus en plus de patrons véreux. Et pour se mettre sur leur piste, toutes les méthodes sont bonnes, à commencer par la lettre de dénonciation. Didier Delauze en reçoit des dizaines par semaine. On reçoit voilà, tout ce qu'on peut recevoir.
Et en fonction des informations qui nous sont transmises et ce qu'on a dans les fichiers, on regarde si effectivement on a réellement une forte suspicion de fraude. Si c'est le cas, c'est déclenché en contrôle. Si on nous signale que telle personne n'est pas déclarée et que malgré tout on la retrouve dans les déclarations, évidemment, ça, on ne donne aucune suite. Puis tout ce qui est dénonciation anonyme, sans intérêt, voilà, il n'y a pas d'effet. Enfin, on ne déclenche pas un contrôle pour ça. Des dénonciations entre patrons, bien souvent quand la concurrence fait rage. Et il y a un secteur où ces derniers font régulièrement l'impasse sur les cotisations, car la main-d'œuvre est nombreuse, c'est le textile. Ce matin-là, justement, Didier Delose et 2 collègues partent en mission dans cet univers très opaque. Cela fait 1 an qu'ils n'ont pas contrôlé l'un des cœurs de l'industrie textile en région parisienne, un quartier où les business ne durent parfois que quelques mois. Et oui, on a déjà fait des contrôles, c'est pour ça qu'on connaît... Alors c'est très changeant. Nous sommes à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Ici, toute une partie de la ville est entièrement dédiée à la confection. Un entrelac de hangars et de dépôts où travaillent des centaines de petites mains étrangères. Parce qu'avant, ici, il y avait plein d'ateliers de confection, enfin, dans cette partie de la rue. Et là, vous voyez que c'est maintenant que des grossistes. Chez les grossistes, en fait, c'est pas très intéressant de faire des contrôles parce que ils ont besoin d'une seule personne. Généralement, c'est le patron qui tient la boutique. Et puis, ce qui est plus intéressant, c'est les ateliers qui alimentent tous ces grossistes. Là, normalement, dans cette impasse, il y a des ateliers de confection. Au bout d'une dizaine de minutes, coup de téléphone d'un des collègues qui le suivent en voiture. Ici aussi. On cherche des endroits où il y a des ateliers, parce que là, c'est les boutiques. Mais il faut surtout qu'on se garde. Oui, mais il y avait les 2 petites impasses. Là, normalement, il y en a des ateliers. Et je pense... voilà, c'est dans les impasses, ouais. Et je pense que si on retourne vers la porte, là, il y en a beaucoup plus. D'accord. Ok, on retourne vers la porte. Ouais. Les inspecteurs ont finalement trouvé une impasse qui les intéresse. À peine descendus de leur voiture, ils s'engouffrent dans une porte entrebâillée. C'est bien un atelier de confection. En pleine pause déjeuner, les techniciennes, toutes asiatiques, restent muettes devant l'apparition des inspecteurs. Le patron, il est monté? D'accord. Vous pouvez me sortir une pièce d'identité, s'il vous plaît? Vérification faite, ces 2 couturières à droite n'ont pas été déclarées. Mais le patron a une explication. Elles auraient commencé le matin même. Et il n'aurait pas eu le temps pour ces démarches administratives. Donc, tant que la déclaration n'est pas faite, elles arrêtent de travailler. Si, je déclare tout de suite, là, on peut commencer. Sinon, Tout de suite, quand? Là, dans 10 minutes, là. Et vous faites comment? Dans 10 minutes? Faxé. Directement à l'URSSAF? Oui. Ah bah, vous savez le faire, alors? Non, je vais l'amener là-bas, il va... Oui. L'insistance du patron n'y fait rien. Les 2 employés doivent quitter l'atelier sur le champ. D'accord. Mais pour l'instant, elles vont dehors. Que vous fassiez le nécessaire par Voilà. demain. Et voilà. D'accord. D'accord? Déjà pour aujourd'hui, c'est pas bon. Hein? Donc tout de suite, dites-leur. Tout de suite là, oui. C'est bon. Non, mais C'est chinois, moi. Ah oui, il passe par lui comme moi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Pour aujourd'hui, fini aujourd'hui. Voilà. Hein? Demain, oui. Demain au mieux. Vas-y. Voilà. Au revoir. Pour prouver sa bonne foi, le patron fait monter les inspecteurs dans son bureau. Il veut leur montrer toutes les cotisations payées. Vous ne regardez pas comment j'ai payé l'URSSAF, vous ne regardez pas? Le patron s'agace et dénonce alors à demi-mot l'un de ses voisins, qui lui serait un vrai patron fraudeur. Si, on a regardé. Voilà. L'autre atelier en face chez moi, il y a plus de personnes que chez nous. Il est où? Il travaille. Dites-nous, on va aller voir. C'est pas mon problème, c'est votre problème. Bah, je sais pas, vous êtes en train de nous en parler. Bah oui. Oui, je veux vous parler. Non, mais on dira pas que c'est vous. Il travaille, les personnes, plus que chez nous, Ouais. mais il paye les charges moins que moi. Vous savez qui paye moins? Bien sûr. Ils vous l'ont dit? Ah bah dites-nous ça. De temps en temps, on boit un café, il m'a dit, moi je suis fou. Il m'a dit, moi je suis fou. Tout compte déclaré comme ça. Moi je dis, je suis pas fou. Moi je veux pas... Vous êtes un homme sage. Non, c'est pas ça, monsieur. C'est pas ça. Si, vous êtes un homme sage. Moi, j'ai déjà 55, 56.
Si on arrête ce métier, on ne trouve pas. Au revoir. Le patron de l'atelier vient de dénoncer l'un de ses concurrents. Ni une ni deux, Didier Delos file vers l'adresse indiquée pour vérifier l'information. Ouais, il m'a dit où il y a la voiture. Il m'a dit il y a 3 étages. Les inspecteurs, comme des policiers, vont alors mettre en action leur méthode éclair pour traquer le travail au noir. Bonjour. Didier Delos et ses hommes découvrent une douzaine de couturières qui confectionnent des centaines de t-shirts. Pour savoir si elles sont déclarées, la technique est bien rodée. D'abord, compter le nombre exact d'ouvrières et relever toutes les pièces d'identité. On va se mettre là-bas, on a une grande table. Puis comme ça, on est près de la sortie. Puis aussitôt, les enquêteurs contactent leur QG à Montreuil. Voilà, il y avait un monsieur qui était né le 24/09/68. En direct, ils vérifient si chacun de ses employés est déclaré auprès de leur service. C'est Marilyn, la secrétaire de Didier Delos, qui les renseigne depuis leur bureau. Ouais, j'ai une DPE au 1er septembre 2011. 1er septembre 2011. La dernière DPE faite pour lui, 1er septembre 2011. Ok, bah, il arrête de travailler. L'un des employés présents n'a pas été déclaré depuis 4 mois et c'est la même combine pour d'autres couturières. Au bout du compte, le montant des salaires déclarés est ridiculement bas. 5 000 € par trimestre. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc l'employeur déclare 5 000 € de salaire par trimestre. Donc 5 000 € de salaire par trimestre, ça fait 1 500, 1 600 € par mois. Le SMIC est... Voilà, le SMIC... À peine plus d'un SMIC. À mon avis, il a dû déclarer que ses salaires, à lui. Seulement 1 500 € de salaire déclaré chaque mois pour toute la société, alors qu'elles sont 12 couturières derrière les machines aujourd'hui. Une sacrée économie. Et ça veut dire qu'il économise combien, grosso modo, ce patron? Au moins 4 000 € par mois. Donc par an, ça fait? Ah, 50 000 Qu'il se met dans la euros. poche par an. 50 000 €. Alors oui, j'aimerais bien savoir où ils sont, effectivement. Donc généralement, ils sont... Oui, ça finit dans la poche du patron. Au lieu d'aller où? Au lieu d'aller dans les caisses de la sécurité sociale. Voilà. Donc c'est souvent la sécurité sociale qui en pâtit. Un patron très astucieux qui a tout fait pour tromper les inspecteurs en cas de contrôle. Les heures effectuées par ses employés sont méticuleusement notées, mais en fait, rien n'est transmis au service des cotisations. C'est vrai que quand on arrive dans l'atelier, on voit le registre du personnel qui est tenu de façon impeccable, comme on aimerait qu'il soit tenu partout comme ça. On interroge le fichier des déclarations d'embauche, tout le monde est en déclaration d'embauche. Sauf que quand on creuse un peu et qu'on s'aperçoit qu'en fait ils font les déclarations d'embauche, mais derrière, il n'y a rien. Et quand on regarde, nous, le montant des salaires déclarés chez nous, on s'aperçoit qu'ils déclarent 1 personne et demie, alors que là, on avait 12 personnes. Je crois qu'ils ils sont assez malins et ils savent bien comment on travaille. Donc ils s'adaptent, mais nous aussi. Au bout d'une heure, le patron, turc, alerté par ses employées chinoises, arrive enfin. Ah bah le voilà. Bonjour, vous êtes le gérant? Oui. Ouais. Nous, c'est l'URSSAF. Oui. Voilà. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui. Bon, on a vérifié le personnel, hein. Il y a des petits problèmes. De quoi? Vous n'êtes pas au courant qu'il y a des problèmes? Il y a Tout le monde est déclaré, tout va bien? Ouais. Est-ce que vous déclarez tous les salaires que vous versez à vos employés? Est-ce que vous les déclarez à l'URSSAF? Oui. Non, mais ne dites pas oui. Voiture? Oui. Mais on a vérifié, hein? Non, parce que, vous savez, si on vous pose la question, c'est qu'on a déjà la réponse. Bah oui. Alors, on va vous expliquer. Vous m'en montrez? Voilà. Quel problème, je vais l'expliquer. Voilà, voilà. Bah, si vous voulez. Ah, vous pouvez ranger. L'étau se resserre autour du patron fraudeur. Didier et ses hommes ne lui laissent aucun champ libre pour s'expliquer. Combien vous payez de charges par trimestre? Laissez tomber. Non, c'est bon. Arrêtez avec ça. Fermez ça. Ça sert à rien. On l'a déjà vu. Fermez. Fermez. Voilà, ça, on oublie. Vous payez combien de charges par trimestre? Ça dépend de... Ça dépend de l'activité, oui, je sais. Voilà. Combien vous en payez? 5 000, 6 000. De charges? Oui. Non, pas de charge. Non, ça, c'est ce que vous déclarez. Salaire, combien vous payez? Combien vous payez à l'URSSAF? Vous faites un chèque. C'est pas moi qui fais le chèque, c'est vous. Vous savez combien vous payez? Moi, je sais combien je paye. 2 500, 3 000.
1700. 12 personnes, vous pensez que c'est la Oui, règle? mais celui-là, il n'y a pas de 12 personnes qui travaillent toujours. Oui. Ah oui. Ça. Ouais. En Ouais. plus, Vous on êtes sûr? était- Alors, si on était un peu problème de... On va compter là. Déjà depuis 2010, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. écoutez-le, Il y en écoutez-le. a 5. Il y en a 5 depuis novembre 2010. Oui. Vous voulez qu'on fasse le calcul? 5 au SMIG depuis 1 an? Je crois qu'on ne va pas arriver à ce que vous déclarez. Hein. Oui, on était, on Là, il y en a était pour 60 des fois- Monsieur, il y en a pour, monsieur, il y en a pour 60 000 euros de salaire, là. Vous savez combien vous déclarez par trimestre? On n'a pas de... Non, mais dites pas on n'a pas, arrêtez avec ça. Hein. D'accord? Vous savez combien ça fait? Vous savez combien ça coûte un salarié? D'accord? Vous êtes patron? Oui. Bon. Donc, vous savez très bien que tous les salaires n'ont pas été déclarés à l'URSSAF. Vous savez qu'en plus, monsieur, sur les bulletins de salaire, vous retenez des cotisations sociales à vos salariés. Les charges, ça s'appelle les charges salariales. Vous les retenez. Mais comme vous ne les reversez pas à l'URSSAF, en plus, ça, c'est du vol. C'est-à-dire que vous volez vos propres salariés. La rétention de précompte, c'est aussi un délit, monsieur. Ouais. Parce que ça, c'est pas votre argent, monsieur. L'argent que vous retenez sur les bulletins de salaire, c'est pour l'URSSAF. Des fois, Et ça, vous le reversez pas, le monsieur. problème des Vous volez vos financiers. propres salariés, monsieur. Par exemple, celui-là, Du vol. je fermais, Donc, non seulement, depuis monsieur, un mois, monsieur, vous après, vous je taisez, viens s'il vous d'ouvrir. plaît. Je suis en train de parler. Vous parlez après. Non seulement vous volez la sécurité sociale, et en plus vous volez vos propres salariés. Ça vous pose pas un problème, ça? Moins de 48 heures plus tard, c'est l'heure des comptes pour le patron de l'atelier. L'un des inspecteurs lui annonce le montant spectaculaire de l'amende, 59 000 euros. Telle qu'elle est. Là, maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on discute ensemble la manière dont vous entendez régler cette somme. Voilà, tout simplement. Pas vous baissez un peu. Non, non, monsieur, non, non, alors, on n'est pas là pour... Non, non, je vous ai dit... Je vous ai non, déjà non, dit non, tout à non, l'heure, non. cette somme-là, elle restera telle qu'elle est. C'est une somme... C'est incompressible. Vous ne vivez pas Bon, non plus c'est comme bon, ça. vous allez prendre tout ça, moi je fais un atelier, et j'envoie tout le monde. Non, Le chantage aux emplois, on l'entend tous les jours. Déjà, je suis beaucoup malade, Voilà. moi je viens pas pour le chantage. Oui, mais on est... S'il peut placer ça, il ne faut pas dire moi, je suis là pour une raison là, tu sais. Oui, mais monsieur, on ne change pas de thème, on est là pour régulariser. Si vous avez des soucis, c'est pas de la faute de l'URSSAF, on en est navré, mais c'est pas notre souci. Aujourd'hui, on est là pour régulariser une situation. Bon, vous vous débrouillez, vous empruntez comme vous pouvez, c'est pas notre souci. Par contre, la situation est telle qu'elle est, il faudra la résoudre rapidement. Voilà. Le montant à régler ne baissera pas d'un centime, et si le patron doit mettre la clé sous la porte, peu importe pour l'inspecteur. Mais une société qui ne joue pas le jeu, qui ne paye pas ses cotisations, fausse le jeu de la concurrence, puisqu'elle a des concurrents qui payent les cotisations plein pot pour ses salariés. Donc, quelque part, les sociétés qui sont hors jeu et qui n'ont pas une volonté de régulariser et de se remettre dans le droit chemin, quelque part, par notre action, on va les sortir du jeu, puisqu'elles ne respectent pas les règles. Donc, effectivement, elles seront peut-être liquidées par notre service contentieux, mais elles n'ont pas but de rester. L'an dernier, ces contrôles ont rapporté 185 millions d'euros à l'État. Mais si ces inspecteurs de choc sont redoutables en entreprise, ils ont bien du mal à contrôler un autre type d'employeur très répandu, les Français eux-mêmes, qui embauchent du personnel à la maison souvent non déclaré. Du travail au noir dans l'intimité des familles, qui parfois peut dériver vers une forme d'esclavage moderne. Femmes de ménage, soutien scolaire et bien sûr, nounous. Pour économiser les charges, une famille sur deux ferait garder ses enfants au noir. Et dans ce business de l'ombre, nous avons découvert une filière étonnante, un phénomène en train d'émerger, les nounous philippines. Un mercredi après-midi, nous nous rendons dans les allées de ce grand parc parisien très familial. C'est le ballet des poussettes. Des enfants tous accompagnés de leurs nounous. Et surprise, beaucoup d'entre elles sont philippines. Des nurses qui jouiraient d'une excellente réputation, comme nous le raconte cette nounou anglaise. Je pense que c'est parce que les filles philippines n'ont à faire le ménage, la cuisine. Oui. Et je pense qu'elles sont payées moins que les filles anglaises ou américaines. On peut leur demander beaucoup plus et les payer moins, c'est ça. On profite un peu d'elles. Ouais. Des qualités que les Philippines elles-mêmes revendiquent.
Philippines is a higher pay with them because if Filipino, they work hard and do the best for the babies or in the house. I think so. Filipino, they think all the Filipino workers here, they thought we're all kind, serious when we work. We're all serious to our work. Vous êtes toutes sérieuses au travail? Voilà, honest aussi, honest. Honnête. Voilà. Et comment vous faites pour trouver des employeurs, pour trouver du travail en étant nounou? Il y a les agences pour, comment dire, les agences, voilà. Il y a les agences. C'est en Philippines aussi qui... Il y a une personne qui est philippine, qui a une agence? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et l'agence, elle travaille qu'avec des femmes philippines? Oui, voilà. D'accord. Des nounous dévoués, pas chers et qui en plus parlent anglais aux enfants. Résultat, les familles se les arrachent sur Internet. Et effectivement, nous découvrons en quelques clics plusieurs agences comme celle-ci qui vantent le sérieux et la discrétion de ces jeunes femmes. Nous prenons rendez-vous dans un café avec la directrice de cette agence. Nous souhaitons savoir s'il est facile d'embaucher une nounou philippine mais sans la déclarer. Nous nous faisons passer pour une mère de famille à la recherche d'une nounou. Dans un premier temps, la directrice nous encourage à faire les choses dans les règles. C'est bien aussi déclaré, et puis il ne va pas laisser tomber. Il y a un mois préavis, et là, vous êtes... c'est plus sûr. C'est plus sûr si on traverse. Il y a un accident comme ça. Ouais. Et sinon, carrément dans l'appartement, il y a un problème. Si elle appelle le pompier, ça va être compliqué. Il va interroger. C'est pas très assurant pour vous. Ouais. Mais pas besoin de discuter trop longtemps avec la directrice de l'agence pour apprendre qu'en fait, beaucoup de nounous philippines demandent elles-mêmes souvent à être payées en partie au black, pour éviter les impôts. Il essaie d'avoir le minimum déclaration. Déclarer au minimum. Ouais. Et en général, c'est 50-50, comment ça rend? 1000 euros, 1200. On déclare le minimum. Minimum. D'accord. Bon, sinon, si ça s'arrange avec elle, vous, entre vous, mais moi, je donne la personne, le candidate avec le papier. D'accord. Après, on peut s'arranger comme on veut, quoi. Si on ne veut pas déclarer. Comme vous voulez. D'accord. Car si cette agence ne propose que des Philippines avec des papiers, 8 fois sur 10, elles n'en ont pas. Et dans ce cas, pas le choix. Elles travaillent au noir, quitte à vivre un calvaire. C'est ce qu'a vécu Katrina, 45 ans. Cette nounou a quitté les Philippines il y a 10 ans pour venir travailler en France. Et ses derniers patrons lui ont fait vivre un cauchemar. Toujours en guerre contre eux, elle préfère rester discrète. Son enfer, elle l'a vécu ici, au cœur de l'un des quartiers les plus chics de Paris, le 16e arrondissement. Depuis des années, elle habite dans une chambre de service d'un de ces immeubles cossus. Et pour l'accompagner chez elle, nous la filmons en caméra cachée. Car Katrina habite dans le même immeuble que ses anciens patrons. Elle veut éviter à tout prix de les croiser et d'attirer leur attention. En empruntant l'escalier de service, Katrina a moins de risques de tomber sur eux. Mais la jeune femme accepte tout de même de nous montrer depuis le palier la porte de ses anciens patrons, propriétaires d'un grand appartement bourgeois. Vous évitez de les croiser dans les couloirs? Oui. Vous essayez de ne pas les voir? Parce que c'est encore la guerre un peu entre vous, là. Oui. Katrina habite un étage plus bas, une chambre de 9 mètres carrés. Ici, c'est mon maison. Le rythme de ses journées a bien changé depuis qu'elle a fui ses employeurs. Jusque-là, pendant 9 ans, son programme était rigoureusement le même, chaque jour, du lundi au samedi. Le matin, commence à 8 heures, préparer les sampons. Après, l'amène à l'école. Après, de retour à mon travail, je sors les chiens. Et la liste continue. Le ménage, le repassage, les enfants à récupérer à l'école, le bain et la cuisine pour toute la famille. Des journées interminables, parfois jusqu'à 22 heures, 6 jours sur 7.
pour 1 300 € par mois, soit 3,80 € de l'heure, 3 fois moins que le SMIC. Mais Katrina ne s'est jamais plainte et elle considérait même les 2 enfants du couple comme les siens. J'ai traité comme moi. Parce qu'avant, dans les enfants, quand je n'ai pas prononcé mon prénom, j'appelle maman. J'ai très content parce que appelle ma maman comme mon les enfants. Mais celle qui était considérée comme la 2e maman n'a plus été payée du jour au lendemain, sans explication. Alors, après 3 mois à travailler sans salaire, elle a décidé de quitter ses employeurs, alors qu'elle est sans papier et sans aucun revenu. Ma copine, elle a appelé à moi. Elle est où? Je suis à ma chambre. Pourquoi? Je n'ai pas de travail. Non, je n'ai pas de travail, j'arrête. Parce que mon patron n'a pas payé moi. Pourquoi pas je travaille, il n'a pas payé moi. Il y a 4 000 €. Parce que normalement, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas tout. C'est pas grave, il n'y a pas de... Jamais réclamé. Juste pour payer moi, c'est bon, ça va. Pour les dernières, j'ai réclamé. Parce que il n'a pas donné mon salaire, il n'a pas expliqué, il n'a pas raison pourquoi il n'a pas donné mon salaire. Comme esclavage, là. Depuis, cette victime du travail au noir a décidé de ne pas se laisser faire. Pour récupérer son argent, Katrina prend contact avec une avocate. La nounou philippine découvre alors que même sans papier, elle peut attaquer ses anciens employeurs en justice, devant les prud'hommes, et peut réclamer plus de 100 000 € pour ses heures supplémentaires non payées pendant 9 ans. Mais le jour où ses patrons reçoivent cette convocation au prud'homme, ils viennent directement frapper à la porte de leur ancienne employée pour la menacer. Il y a quelqu'un qui tape la porte. J'ouvre la porte, comme ça. Il y a quelqu'un qui met le pied. Mettre le pied comme ça, pour bloquer la porte. Je dis, bon, comme ça, c'est mon patron. Il est très énervé. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, la guerre? Après, je pose la porte aussi, je pose comme ça. Il pose, moi aussi je pose de la porte. L'homme essaye ensuite de calmer le jeu. Il tend la main à Katrina. Son but, éviter les prud'hommes. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je voudrais entrer pour parler, aider, parler ensemble, parler correctement, parler arrangement, parler, aider à trouver solution. Katrina refuse toute discussion, alors le face-à-face va mal tourner. Quand je dis arrête pas encore partir, j'appelle la police. Tape mon front. Il vous a donné un coup de poing? Oui, il a donné un coup de poing à ma tête. Le soir même de l'altercation, l'homme va rappeler Katrina et lui laisser ce message déconcertant. Pour se disculper de toute accusation de travail au noir, il va lui laisser entendre que pendant 9 ans, elle a juste rendu service à la famille. Bonjour, on s'est parlé tout à l'heure. Sois gentil de me rappeler. Qu'on puisse parler très calmement, qu'on puisse trouver une solution. Que ça ne prenne pas des proportions qui pourraient être très désagréables, je ne le souhaite pas. On s'est côtoyés pendant 9 ans. Tu as été là pour aller chercher mes enfants à l'école, pour les emmener à leur activité pendant des années. Tu n'as pas eu à te plaindre. Tu sais bien que tu n'as jamais été salarié de la famille. Tu nous as rendu service. On t'a rendu service. Ne te laisse pas conseiller par des gens qui n'ont pas bien compris les choses. Mais Katrina n'a pas renoncé. La nounou philippine est bien décidée à confondre ses patrons fraudeurs. Retour à Bordeaux. 2 jours plus tôt, l'opération Coup de poing contre le travail au noir, rassemblant une trentaine d'inspecteurs, avait permis de confondre 18 patrons fraudeurs. Aujourd'hui, c'est l'heure des convocations à la gendarmerie. C'est le capitaine Moreau lui-même, présent la nuit du contrôle, qui se charge des auditions. La société de l'autre soir, vous avez eu le patron ce week-end? Oui, il n'avait pas eu le temps de déclarer un DE. Le capitaine se prépare à entendre les explications des patrons, jamais très originales. Alors, les plus fréquentes, c'est j'ai pas eu le temps de le déclarer encore, puisqu'on va faire des contrôles, par exemple, le matin.
Mais je devais le faire. D'autres, bah, attendez, ça c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma comptable ou ma secrétaire. Enfin, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Alors que le gérant est responsable et c'est à lui à le faire. Premier convoqué, le patron du transporteur de Clémentine, souvenez-vous, ce dernier affirmait donner un coup de main à son ami. Le patron maintient la version donnée la nuit du contrôle par le jeune homme. Il ne travaillait pas. C'était un service exceptionnel. D'emblée, patron et gendarme ne sont pas sur la même longueur d'onde. Si c'est un délit, c'est un délit. C'est pas pour... Alors c'est un délit, oui. Moi, parce que... moi, je le vois d'une autre façon. Après, chacun. Voilà. D'accord. Vous le voyez là, ou par rapport administrativement, c'est d'une façon. Mais moi, je le vois d'une autre façon. L'homme ne comprend pas pourquoi il ne peut pas demander un coup de main à un ami. Demander de l'aide à un proche, dans le travail, c'est légal, mais dans des conditions très précises. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est vrai que bon, l'entraide, ça existe, d'accord. L'entraide familiale est quelque chose de très encadré. Vous, on n'est plus dans ce cadre-là. L'entraide, déjà, se limite à la famille, à des membres de la famille directs. Il faut que ça reste vraiment exceptionnel. Là, ça peut être le cas. Mais la difficulté, c'est que monsieur est à la tête d'une société et la société n'a pas de famille. Donc l'entraide n'est pas possible. Si on m'a pas rendu ce service, eh bien, excusez-moi, là, vous êtes embêté. J'aurais été mais très, très embêté. Et moi, je ne pouvais vraiment pas. Regardez, moi j'ai un certificat médical, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Mais monsieur, c'est exceptionnel. Si vous ne pouvez pas, d'accord, que lui, il vient vous aider, eh bien les heures pour lesquelles il vient vous aider, il faut le déclarer. Oui, mais pour un quart d'heure, 10 minutes, je suis désolé, moi je ne le vois pas. Oui, monsieur, mais si jamais il a un accident, comment on fait? Parce que là, après, est-ce qu'on parle de défendre sa sécurité à lui ou on parle de défendre que la demi-heure de déclaration va dans les poches de l'État? Après, c'est ça que je voudrais, moi, savoir. Alors, parce que quand vous dites que... Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce que quand on dit les poches de l'État, monsieur, par exemple, là, d'accord, les frais, là, ça a été remboursé par la Sécurité sociale. Et ce n'est pas dans les poches de l'État. C'est dans les poches de la société pour que notre système social continue à fonctionner comme il continue. On est d'accord. Si tout le monde fait comme vous, à l'échelle du pays, d'accord, ce sont des prestations, ce sont des montants de cotisation qui ne sont pas versés. Et c'est pas normal. Quand on demande des employés, que ce soit à l'NPE, que ce soit n'importe où, mais ils répondent, il n'y a personne pour travailler. Si vous voulez, on fait l'expérience. Là, vous avez besoin de quelqu'un, dans les 2 heures qui suivent, trouvez-moi quelqu'un, je vous défie de le trouver. Mais au bout d'1 heure, l'audition prend une autre tournure. Le patron est confondu par les questions du capitaine. Contrairement à son ami, le patron affirme qu'il n'avait pas l'intention de se rendre sur le marché ce matin-là. Et ce n'est pas tout. Des indices laissent penser que ce n'est pas la première fois que cet ami rend service à ce patron. C'est ça. Alors, l'ordre de contrôle, monsieur, quitter le marché de Brienne, d'accord? Moi, j'étais pas là. De plus, nous avons constaté qu'il connaissait bien les lieux. Alors, s'il connaît les lieux, c'est parce que lui-même a été... Possible, il a dû exercer. Il a dû vendre... Mais vous le savez ou... Ça, après, ça me... Non, mais vous le savez ou vous ne savez pas? Que je sache ou que je sache pas, je ne peux pas me prononcer sur des trucs, je peux pas me prononcer sur des trucs. Je vous demande pas qu'il a exercé, s'il était déclaré ou pas. Non, mais qu'il ait déclaré ou pas. Ouais. Moi, il a travaillé dans les fruits et légumes. Voilà. Donc pour vous, c'est pas étonnant qu'il connaisse les lieux. Hein. Ben, il connaît les lieux, voilà. Moi, je peux affirmer qu'il connaît les lieux, il connaît Brienne. Fin de l'audition. Le capitaine Moreau transmet le dossier à un magistrat qui décidera ou pas de poursuivre le marchand de fruits. L'an dernier, dans toute la France, 8000 patrons fraudeurs ont été condamnés par la justice pour travail dissimulé. 2000 d'entre eux ont même écopé de peine de prison. Aux portes de Paris, nous retrouvons Didier Delose et ses inspecteurs de choc. Après avoir ciblé des ateliers textiles quelques jours plus tôt, l'équipe décide ce matin-là de s'attaquer à un autre secteur, souvent pointé du doigt, la restauration. Et aujourd'hui, pas besoin de dénonciation, Didier et ses hommes vont tout simplement frapper au hasard, en espérant tomber sur quelque chose. Alors, tiens, vous voulez faire le restaurant? Moi, ils veulent le faire, alors on va le faire. Hein. Bon, la cible, ce restaurant chinois. Il est 13h, les inspecteurs débarquent en plein service. Bonjour, monsieur, dame. Voilà. Ah, voilà.
Tout doit aller très vite. Pendant que certains inspecteurs comptent le nombre de serveurs, les autres filent en cuisine, au fond du restaurant. Juste avant les cuisines. Bonjour. Pardon. Excusez-moi. Oh là, il y a du monde. C'est un contrôle de... Bonjour. C'est un contrôle de l'URSSAF. Est-ce que vous avez une pièce d'identité sur vous? Temps d'arrêt pour les cuisiniers. On n'a pas beaucoup d'effets. Madame, madame. Malgré les nombreuses commandes en salle, ils doivent quitter les fourneaux pour présenter leurs papiers. Vous avez une pièce d'identité, madame? C'est au vestiaire? Ok. Ils sont 6. Et en salle, au moins 6. Enfin, j'en ai compté 6. Le restaurant est très vaste. Didier Delose vérifie dans tous les recoins que personne ne se cache. Ah, c'est le monsieur, c'est le bureau. Il n'y a pas de salariés qui travaillent ici? Il n'y a pas de salariés qui travaillent ici? Non. Je vais aller voir, hein. Je vais jeter un coup d'œil. Hein. Oui, je vais regarder, oui. Merci. Non, là, il n'y a rien. Ah, vous faites... ils font la lessive, ils font tout. Bon, on a fait le tour. Au passage, un petit coup d'œil dans les congélateurs. Bon, c'est bon. Il y a beaucoup de congélateurs, là. Pour avertir si nécessaire ses collègues des services sanitaires. Pardon. Qu'est-ce que vous cherchez éventuellement là? Ce qui arrive, c'est que parfois des cuisines soient en 2 parties. Là, en bas, il y a pas mal de choses. On aurait pu avoir quelqu'un qui est en train de laver les nappes, préparer le vin ou n'importe quoi. Donc on jette un œil quand même partout. De toute façon, comme la façon dont on est rentré, il n'y a pas un salarié qui pouvait s'échapper ou se cacher en bas. Mais ça arrive. 12 sur 12. Non déclaré? Non, non déclaré. Avec une belle masse salariée. Bonne journée. Allez, au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Après vérification, les 12 employés sont tous déclarés. Cette fois, l'équipe de Didier a fait chou blanc. Alors, pour repérer toujours plus d'infractions, notre inspecteur n'hésite pas à enchaîner les descentes, quitte parfois à rencontrer de la résistance. On fait le sandwich? Ouais, c'est bien. Ouais? Ouais. À voter? À voter. Moi, je sens que ça va être négatif. Ah, je sais pas. Bon, on va voir, hein, je sais pas. Didier a un bon pressentiment. Nous accompagnons les inspecteurs en caméra cachée. Bonjour. Donc, c'est un contrôle de l'URSSAF. Vous travaillez ici depuis combien de temps? Je remplace juste... Ah, vous venez juste remplacer quelqu'un? D'accord. Donc vous n'êtes pas déclaré alors? Non, c'est ça. Ouais, d'accord. chez la famille. Ok, d'accord. Le deuxième restaurant est le bon. Didier a eu le nez creux. La serveuse n'est pas déclarée. Elle affirme être là aujourd'hui exceptionnellement pour un remplacement. Les inspecteurs s'adressent alors à un des associés de la sandwicherie et le ton va monter. Vous êtes salarié depuis combien de temps? Tout le temps. Tout le temps. Vous êtes le gérant? Oui. Ah, bah d'accord, ok, très bien. Franchement, vous venez à cette heure-ci. Oui, et on parle des salariés non déclarés. On va pas venir... On a bien fait, vous voyez. Franchement. Voilà, c'est déjà du travail dissimulé formidable. On va pas venir à 2h ou à 3h qu'il n'y a plus personne. Permettez. Allez-y. Permettez que je fasse. Vas-y. On en a fait un autre tout à l'heure, ça a duré 5 minutes. Vous êtes le gérant, monsieur? Je suis le gérant. Pourquoi vous m'avez dit que c'était le monsieur, là? C'est mon frère. Pourquoi vous m'avez dit que c'est lui le responsable? C'est lui, là. Monsieur. Ah ouais, vas-y, parce que sinon, on va pas y arriver. On va faire ça tranquillement. Un des collègues de Didier part au fond de la salle pour faire l'audition de l'employé non déclaré, pendant que lui attend les papiers d'identité de l'homme en colère. Des tensions fréquentes auxquelles sont habitués Didier et ses hommes. Pas mal de temps? Ça arrive. Pas grave. Ça peut mal tourner? Bah, ça tournera mal pour lui, hein, c'est ça qui va se passer. Hein. Si le ton monte, après on appelle la police, hein, on est en flagrant délit de travail illégal. Donc, 5 minutes plus tard, l'associé revient avec ses papiers et encore un peu plus de hargne. Franchement. Vous ne les retrouvez pas? Franchement. Oh, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous venez comme ça. Oui, on vient comme ça. Ouais. Ça va, je me calme. Voilà, monsieur. C'est notre travail, monsieur. On vient okay, contrôler quand on veut. Bien sûr. Et en plus, la gérante?
C'est bon. C'est votre sœur, c'est ça? Oui. Vous êtes associé, monsieur? Ouais, il est associé avec son frère. Faut nous dire les choses C'est moi qui tranquillement. m'occupe des papiers, d'accord, monsieur? On vous pose des questions. C'est ma sœur. D'accord. D'accord? Vous pouvez... Je suis malade, hein. Attention. Attention à toi. Laisse tomber. Didier Delose veut calmer le jeu. Pour poursuivre le contrôle, il s'adresse aux frères et associés de l'homme énervé. Il est, lui, plus coopératif. Mais tous les deux, vous êtes déclarés depuis longtemps? Oui, ça fait 7 ans. Et votre frère a des fiches de paye aussi? Oui. Bon, bah alors, voilà. Bon, il y a juste le problème pour la jeune femme. Ouais, parce que je vous dis, ouais, comme on est en train de faire un petit peu de monde, on est à l'essai. Il faut faire des... Enfin, c'est pas... c'est votre sœur qui est gérante. Ouais. C'est elle qui s'occupe des papiers? Non, c'est mon père. C'est votre père? Ouais. Et il a pas fait le nécessaire? Là, comme c'est en urgence, il n'a pas fait tout ce qui est nécessaire, mais il s'est présenté pour... Ah oui, mais même un essai. Imaginez qu'il y a... Et pendant que l'associé explique à Didier que l'employé non déclaré s'est présenté d'elle-même et qu'il l'a prise à l'essai, au même moment, dans la salle du fond, la jeune femme concernée donne une toute autre version aux collègues de Didier. Je vais vous demander de relire et de re-signer. Madame a été contactée hier par sa sœur, qui est la toute petite amie d'un des deux frères, qui se trouve là. Elle devait le remplacer parce qu'il avait un rendez-vous. Il est là. Voilà, habituellement, après ce que nous dit madame, ils sont deux à travailler, les deux frères. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'il m'a dit, mais bon. Voilà. On a vos coordonnées, puis on verra avec votre sœur. Ok. Voilà. Merci. Allez, au revoir. Une petite amie en remplacement ou une serveuse à l'essai, des explications contradictoires et confuses pour tenter de camoufler un emploi dissimulé. Ça colle pas. Bon, ça colle. Oui, mais ça, c'est pas étonnant. C'est des gens qui se connaissent, je pense qu'ils essayent... Ouais, c'est très fréquent et je pense que oui, puis de temps en temps, on doit venir. Oui, je pense aussi. Voilà, c'est pas la première fois. Elle est au chômage depuis le mois de mars 2011 et elle est demandeuse d'emploi, donc je pense que si elle fait ça, il y a une contrepartie financière derrière tout ça. Elle ne se lève pas le matin en venant ici gratuitement. Donc ça veut dire qu'elle aussi, elle pourrait être... Avoir des soucis, bien sûr. Ouais, bah oui. Bien sûr. Elle touche un salaire pas déclaré, plus des allocations. Effectivement, on va faire un signalement aux ACDIC. Voilà. Double peine dans cette sandwicherie. Non seulement la gérante va devoir payer une amende pour les cotisations sociales non versées, mais en plus, l'employée au noir, officiellement inscrite au chômage, pourrait avoir à rembourser ses allocations s'il s'avère qu'elle a travaillé plusieurs fois dans le fast-food. Ouais, c'est où il y a le grillage, ouais. Mais on va continuer par là, je vais vous montrer, venez. Un seul flagrant délit de travail au noir dans les restaurants. Ce matin, petite prise pour les contrôleurs. Ils comptent alors sur un autre secteur gangréné par le travail au noir pour se mettre plus de choses sous la dent, le BTP. Donc là, on a quelques chantiers, des petits chantiers qui sont en cours actuellement. Donc on va en profiter pour en faire quelques-uns et puis voir exactement s'il y a des infractions ou pas. Le BTP, la routine pour Didier et ses hommes. Il représente un contrôle sur deux. Après quelques minutes de marche, l'équipe arrive devant ce chantier. C'est en passant dans cette rue pour rejoindre son bureau que Didier Delose l'a repéré. Après 15 ans passés dans la chasse au travail dissimulé, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est un petit chantier, ce sont des chantiers en fait qui n'ont pas d'accès mis en place. Il n'y a pas de contrôle de badge ou quoi que ce soit comme on peut le trouver sur des très gros chantiers. Donc ce genre de chantier de taille modeste, on peut trouver assez facilement des gens qui sont en situation de travail illégal. Et en effet, l'accès au chantier n'est pas si facile. À l'intérieur, Didier tombe sur des salles où des peintres s'activent. Apparemment, il y a du retard. Une école d'audiovisuel doit ouvrir ici dans moins de 3 semaines. Pour l'inspecteur, il y a peut-être un coup à jouer. Très vite, Didier repère une femme, c'est la responsable du chantier. Je vais vous montrer. Voilà. C'est l'URSSAF. C'est pour un contrôle. Voilà. Vous êtes responsable du site? Oui. D'accord. On peut rassembler les ouvriers très rapidement pour comme ça on vérifie.
Hein? Voilà, vous pouvez aller là. Voilà. Monsieur aussi, monsieur aussi. Messieurs, dames, bonjour. Ah, ici, ici. Monsieur, monsieur. Alors enlevez votre masque, hein, on n'en a plus besoin, moi j'en ai pas. Et vous restez avec moi. Je ne vais pas vous courir après. Si vous voulez venir avec moi, je vais commencer par vous. On respecte ici, ça sera plus simple. Début de l'interrogatoire. Bon. Votre prénom. C'est pas l'inverse? Bon. La date de naissance? L'inspecteur flaire du travail non déclaré. Le patron, il vous donne les fiches de... Dites-moi la vérité, hein. Il vous donne les fiches de paye ou pas? Non. Il donne pas les fiches de paye? D'accord. Il vous paye en espèces? Oui. Il vous donne pas de chèque? Ben non, des espèces? Combien par jour? C'est par jour? Comment il vous paye? C'est à la journée? C'est à la semaine? C'est à la journée? Il vous donne combien la journée? Moi, je préfère... Voilà, vous me dites la vérité. Moi, j'ai pas... C'est l'URSSAF, hein. Donc là, on... 60. Comment? 60. 60 par jour en espèces. OK. En espèces. Donc le patron, il vous a pas déclaré. Vous le saviez, ça? Mais c'est pas de votre faute, hein. C'est le patron qui doit faire les déclarations. Hein. Vous y êtes pour rien. Hein. OK. Bon, on va juste noter tout ça noir sur blanc. Hein. On va prendre une audition rapide. Hein. Donc vous allez rester avec moi. J'ai vu qu'il y avait une chaise, vous pouvez même vous asseoir. Moi, je ne vais pas m'asseoir parce qu'elle est un peu sale. N'appelez pas le patron, ça ne sert à rien. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est me donner son numéro de portable. Ouais, au patron, ouais. Les interrogatoires s'enchaînent. D'accord. Vous êtes de la même entreprise? Combien de la même? 8. 8 de la même? Oh, ben ça va aller vite. Un vrai coup de filet, d'autant qu'un autre inspecteur vient de faire une trouvaille. C'est qui? Monsieur artisan. Oui. Il a ses fils. Alors, Oui. il y a un des 3 fils qui est artisan lui-même. Oui, je sais ça. On laisse de côté. Les Oui. deux ne sont pas déclarés. De toute façon, il n'a jamais eu de compte employeur. Non, qui? Voilà. Ah, pas Son bien. fils. Ah, mais ça, mais alors, et alors? Ça revient au même, hein. Et alors? C'est ce que disait là. Mais Bah oui, monsieur, c'est pas votre fils, là... Il accompagne son père dans mon activité. Oui, mais non, mais ça, je... Non, mais monsieur, On la connaît, monsieur. Oui, d'accord, mais j'ai rien dit là-dessus, je ne veux pas me critiquer. Attendez, Non, mais direct ça- de part, je suis sûr que... Monsieur. Bon, mais là, actuellement, vous avez quel statut social? Vous êtes au chômage? Vous êtes au RSA? Elle accompagne des Non, non, mais... Il touche rien du tout. Non, même pas des récents. Rien. Je travaille pas pour moi. Il touche pas des récents. Et vous faites quoi, alors, dans la vie? Je donne un coup de main à Starmini. Non, mais je veux dire, généralement, les gens sont aux ACDIC ou ils sont demandeurs d'emploi. Vous touchez peut-être pas, mais vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi? Bah alors, s'il est malade, il fait quoi? Je pense que je peux payer pour mon fils. Ouais, mais attendez, s'il a une maladie, on vous demande de payer 40 000 euros. Si je peux les donner, je peux tout pour mon fils, c'est ma vie. Oui, monsieur, ça marche Oui, pas. mais vaut mieux le déclarer. Vaut mieux le déclarer, il aura une couverture sociale. Je discute pas là-dessus. Non, mais il n'a pas le droit de travailler. Ah, mais peu importe. Non, c'est pas le problème. Peu importe. Peu importe. Il y a les intérimaires pour ça. Bah oui. Vous êtes en situation de travail illégal. C'est un délit. Le jeune ouvrier n'est pas déclaré par son père, il doit quitter le chantier. C'est mon fils, c'est ma chair. Alors, monsieur, parce que là, votre client est dans l'embarras. Je sais. D'accord. Le maître d'œuvre, qui n'était pas au courant de la situation, panique. Les retards sur le chantier vont s'accumuler. Monsieur, il vient tout de suite et puis il appelle son cabinet comptable, on récupère un maximum d'infos pour faire ça rapidement. Quitte, si on peut régulariser dans l'après-midi même. C'est OK? C'est OK. Allez, on prend la sortie. Pour récupérer de l'argent, les agents de l'État n'attendent plus. Le patron fraudeur va devoir payer l'amende avant de reprendre le chantier, une somme qui va dépendre de son chiffre d'affaires. De temps en temps, son fils, qui n'est pas déclaré, il vient lui donner un coup de main. Donc si effectivement il lui donne de temps en temps un coup de main, il doit avoir un chiffre d'affaires qui ne sera pas très élevé. Par contre, si on découvre qu'il fait bien plus, ça nous permettra de démontrer qu'il faut au moins un salarié à temps complet supplémentaire, voire 2, voire 3, voire 5, plus. Moins de 24 heures plus tard, nous retrouvons nos agents de terrain dans leur bureau. L'artisan est bien au rendez-vous pour payer l'amende. Après vérification, son chiffre d'affaires n'est pas très élevé, 20 000 € par an. Mais comme les inspecteurs ne savent pas si son fils vient l'aider sur tous les chantiers, ils vont lui appliquer un redressement forfaitaire.
Le montant du préjudice, donc on a évalué pour l'URSSAF, dans le cadre de ce contrôle-là, s'élève à 4 140 €. Voilà. Donc déjà, on aimerait savoir si vous avez la possibilité de nous régler cette somme. Enfin, possibilité, il faudra la régler. Oui, je peux demander à la dame. Voilà, Voilà. On avait suggéré ce moyen, puisqu'il y a de l'argent que doit vous régler. Ce serait bien que ça soit réglé le plus rapidement possible, parce que ça vous évite. Ça vous éviterait. Vous pouvez aujourd'hui. Nous, ce qu'on aimerait bien, voilà, c'est est-ce que vous avez la possibilité, là, puisque c'est à côté, finalement. On va vous laisser une petite demi-heure, vous allez la voir, si elle peut établir un chèque, on se revoit après. Parce qu'on lui avait expliqué lors du contrôle tout à fait, je sais. Que vu que tant qu'on n'a pas la régularisation, vous êtes bloqué. Non, j'ai compris. Voilà. 4 140 €, on est loin du plus gros montant perçu par cette équipe de choc. 1 million d'euros dans une boîte de striptease où les danseuses travaillaient au noir depuis des années. 4 000 €, c'est une petite somme quand même, c'est pas grand-chose pour vous. Toutes les sommes sont bonnes à encaisser. C'est petite somme plus une petite somme, ça fait les grandes rivières, les grands fleuves, et c'est comme ça qu'on peut contribuer à renflouer modestement, je ne vais pas dire le trou de la sécurité sociale, mais qu'on permet au moins de sensibiliser les gens sur une infraction. Ils payent. qu'on peut dire aussi, c'est que dans ce dossier-là, c'est peut-être un enjeu financier pas très important, mais il y a des dossiers où les enjeux sont beaucoup plus importants. Ce dossier-là représentait une personne, je crois. Oui, une seule personne. Donc c'est aussi, la somme est aussi liée à la constatation effectuée. Des fois, les enjeux dépassent les 100 000 € et on est sur des sommes nettement plus importantes. Voilà. Pas de quartier pour les patrons fraudeurs, entreprises ou particuliers, qui sont rattrapés par leurs propres employés au noir, prêts à tout pour récupérer leur dû. C'est le grand jour pour Katrina, la nounou philippine. Elle affronte aujourd'hui ses anciens patrons en justice, devant les prud'hommes. Et il risque gros. Travail dissimulé, heures supplémentaires et congés non payés, le tout pendant 9 ans. L'avocate de Katrina a demandé 168 000 € d'indemnité. Et sa clandestinité en France n'y change rien. La Philippine est tout à fait en mesure de faire valoir ses droits. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en situation de faiblesse qu'on peut vous dire je vous paye 5 heures, mais vous en faites 7. Même si c'est pas totalement explicité comme ça. Trop, c'est trop. Et tant qu'on a du respect des personnes, eh bien, on est prêt effectivement à faire beaucoup, même plus que ce qui est contractuellement prévu. C'est ce qui a été fait. Et puis lorsqu'on voit que à la fin du mois, on n'a pas son salaire parce que voilà, on est parti un peu trop en week-end ou parce que on a fait passer d'autres priorités avant son employé principal, eh bien à un moment donné, il y a effectivement un trop, c'est trop, et il faut faire valoir ses droits. Donc c'est ce que effectivement ma cliente va essayer de faire aujourd'hui. Ça va pas trop. Oui, oui. J'ai confiance avec mon avocat, j'espère c'est positif. Direction le bureau de conciliation. Face au couple convoqué ce jour-là, Katrina et son avocate vont tenter de trouver un accord sur le montant des indemnités. Mais 2 heures après, déception. Ses anciens patrons n'ont même pas fait le déplacement. Ils ont ignoré leur convocation en justice et la demande de leur ancien employé. Prochaine étape devant les prud'hommes, dans 6 mois. S'ils ne veulent pas faire entendre leur thèse, ça n'est pas en leur faveur non plus. S'ils souhaitaient, par leur absence, prolonger cette procédure, eh bien, ça n'aura pas lieu. Le 9 juillet, ce sera devant le bureau de jugement, c'est-à-dire ce n'est plus le bureau de conciliation, mais c'est pour que l'affaire soit jugée. Donc là ou pas là, c'est leur choix. Katrina a bon espoir, car 6 fois sur 10, les démarches des plaignants aboutissent devant les prud'hommes. Mais en attendant, la nounou philippine craint d'avoir à affronter dans son immeuble de nouvelles menaces de ses anciens patrons. Donc avec la citation, ça va les faire bouger aussi. Hein. Ok, madame. Hein? Ok. Voilà. Il y a problème, j'appelle. Oui. Il y a menace à moi encore, j'appelle. Oui, voilà. Et la nounou philippine ne s'est pas contentée de confondre ses anciens patrons. Elle a aussi décidé de changer de vie. Au revoir le travail au noir. Depuis 2 mois, Katrina a un nouvel emploi déclaré. Dans un pavillon de cette banlieue coquette, elle fait le ménage et le repassage.
La femme qui l'emploie est satisfaite de son travail et Katrina, elle, est ravie d'être enfin une vraie salariée. Elle paye moi à chaque emploi, de recevoir le papier à fiche de paye. Je suis très content. C'est tranquille. C'est pas comme dernier. Mais rares sont les travailleurs au noir qui ont le courage, comme Katrina, de dénoncer leurs employeurs. Aujourd'hui, on estime qu'un actif sur 10 ne cotise pas pour sa santé, son chômage ou sa retraite.